Que vous allez bien, moi ça va au top et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler productivité. Et c'est vrai qu'on entend souvent les patrons, les RH parler de productivité parce qu'ils veulent rentabiliser l'investissement qu'ils font en nous, mais on entend moins souvent les salariés en parler. Est-ce que du coup tu trouves que tu es au max de ta productivité? Comment tu pourrais la booster? Aujourd'hui c'est tout ça qu'on va voir et surtout comment on fait pour valoriser les résultats qu'on a obtenus qu'on ait des sous-sous, des thunes. Salut tout le monde, merci d'avoir rejoint, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un live où on va parler des 3 étapes pour booster sa productivité. C'est un live qui va être fait avec Déborah, donc je vais l'inviter pour qu'elle nous rejoigne sur ce live. Juste là. Salut Lulu Canel, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente soirée. On va parler productivité, thunes et tout ça, tout ça. Alors, on va attendre que Déborah nous retrouve. Sinon, quoi de beau? Vous avez vu mon post réponse. Ah, je viens de voir Déborah qui vient de rejoindre la vidéo. N'hésite pas à me demander du coup l'ajout. Hello, Gianiric. J'espère que tu vas bien. Hello tout le monde. Le temps que Instagram veuille afficher les choses. Super. Hello Hey, Déborah, comment tu vas? salut, ça va et toi? Oui, ça va nickel. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. On parle productivité et a priori, tu es la pro pour ça parce que tu as un compte Instagram qui s'appelle Vie Productive. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous partager un peu tes tips et tes astuces. Avant de commencer, je te laisse te présenter et nous parler un petit peu de toi. D'accord, ok. Alors, salut à tous, moi je suis Déborah du compte Vie Productive. Alors, pour me décrire tout simplement, en fait, je suis salariée. Euh, je fais dans le management de projet, donc je suis project manager. C'est très drôle parce que project manager, ça inclut de la productivité, tout ce qui est gestion de temps, de coûts, de ressources. Mais je me suis retrouvée à un moment de ma vie où, sur le côté perso, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal parce que, bon, durant les étapes de la vie, on est célibataire, après on se marie, après on a des enfants. Donc, j'avais l'impression plus il y avait des choses qui s'ajoutaient et plus je n'arrivais plus à tout gérer. Donc, à un moment, je me suis dit, stop, il faut que ça s'arrête. Et j'ai commencé à chercher des moyens d'être plus productive. Alors, productivité, pour moi, c'est de pouvoir atteindre ces objectifs qu'on se fixe, mais tout en ayant la vie qu'on souhaite, une meilleure qualité de vie, avoir plus de temps pour faire les choses qu'on aime, avoir plus de temps pour soi. Donc, c'est ça, vie productive, et c'est ce que sur mon compte, je partage aujourd'hui à toutes les personnes qui se retrouvent malheureusement dans cette situation. On a plus l'impression de subir le temps, de se laisser happer par plein de choses et donc vouloir aspirer à cette vie-là où on passe d'un état tout le temps en stress à un état un peu plus zen tout en atteignant ses objectifs. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation, Déborah. Du coup, on va attaquer le vif du sujet qui va être, alors je regarde mes notes en même temps, qui est de Ah, dire que t'inquiète, j'ai les miennes aussi, hein, parce que l'objectif, c'est de produire de la qualité. Donc, t'inquiète, j'ai mes notes et puis voilà, c'est ça, parti. ça marche, qui va donc être quelles sont les 3 étapes vraiment concrètes. Là, aujourd'hui, c'est un plan d'action qu'on va dérouler. Comment est-ce qu'on fait pour booster la productivité? Donc, comme d'habitude, tous ceux qui sont avec nous en live, on va vous faire un petit peu participer. Et du coup, il y a une première étape, a priori, Déborah, on a préparé ce live, qui est tournée autour des objectifs qu'on se fixe pour être productif. Et le premier conseil que tu donnais, c'était de dire qu'il fallait des objectifs SMART. Donc,
ceux qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce que vous, quand vous voulez être productif, vous vous fixez des objectifs SMART? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous parle. Et effectivement, moi, c'est vrai que souvent dans le monde professionnel, on voit des gens qui ont pas, les salariés qui n'ont pas forcément des objectifs, ou même avec l'employeur, les objectifs sont nébuleux, flous, imprécis, on ne sait pas trop où on va. On nous dit, bon, bah, on veut que tu sois plus engagé, plus impliqué, mais concrètement, ce que ça veut dire, on voit pas trop, quoi. Il y a African Hybrid Exactement. qui nous dit yes. Ben, je vais te laisser répondre, du coup, Déborah. Est-ce que, Oui. est-ce que c'est important de se fixer des objectifs SMART pour être Alors productif? oui, c'est super important que ce soit dans le domaine professionnel, puisque là on est dans le cadre professionnel, mais même dans le domaine personnel. Parce qu'un objectif a vraiment besoin d'être précis. Et juste pour les personnes qui sont là, SMART, c'est un acronyme qui, pour chaque lettre, a une signification. Dans SMART, le premier S, c'est un objectif spécifique. Et c'est quoi un objectif spécifique? C'est un objectif qui est clairement défini. C'est un objectif qui peut être compris par tout le monde et qui vraiment définit quel est le résultat final qu'on doit obtenir. Au cours de ce live, je vais essayer de prendre des exemples un petit peu plus concrets pour que ce ne soit pas nébuleux. Un exemple d'objectif spécifique dans une entreprise, c'est de dire, OK, on souhaite augmenter le chiffre d'affaires. Ça, c'est spécifique. On sait que le résultat final, c'est de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. Maintenant, le M, il faudrait que cet objectif soit mesurable. Ça veut dire qu'il doit être quantifiable. Ça ne doit pas juste être un objectif sans avoir une façon de mesurer l'atteinte de cet objectif. Si je reviens sur l'objectif précédent d'augmenter le chiffre d'affaires, il est mieux de se dire, OK, on veut une augmentation du chiffre d'affaires de 25%. Donc là, c'est déjà un peu plus chiffré. On n'est pas juste, parce qu'augmenter le chiffre d'affaires, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, donc préciser que c'est une augmentation de 25%, ça ajoute le critère mesurable à cet objectif. Le A, c'est pour atteindre. Alors, il y a plusieurs définitions, atteignable, ambitieux, etc. Mais il faudrait quand même que cet objectif-là puisse être à la portée des moyens à disposition. Donc, il faut qu'on ne veuille pas refaire le monde en un jour, par exemple. Il faut quand même que ce soit quelque chose qu'on puisse atteindre, même si l'objectif est difficile, que ce soit quelque chose qui soit quand même atteignable. Le R, c'est pour réaliste. Donc, il faudrait qu'on puisse prendre en compte que ce soit le contexte ou l'environnement pour se rassurer que cet objectif rentre dans ces deux éléments-là. Donc, ça peut être, voilà, on peut se dire, on veut l'augmentation du chiffre d'affaires d'ici le 31 décembre. Ça, c'est, voilà. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà, on se dit, OK, c'est faisable. On a pris en compte, et puis il faut prendre en compte le contexte. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour ça? Est-ce qu'il y a le temps pour ça? Est-ce que, voilà, donc c'est vraiment la prise en compte d'autres paramètres, que ce soit le contexte, que ce soit les ressources. Et on a le T, temporel. Il faut qu'il y ait une échéance pour chaque objectif. Parce que juste mettre un objectif comme ça sans échéance, en fait, ça ne devient pas un objectif, c'est vraiment un vœu ou je ne sais pas comment le dire. Un vœu pieux. Donc, il vaut mieux se fixer un objectif qui ait une échéance dans le temps. Donc, augmenter le chiffre d'affaires de 25% d'ici le 31 décembre. Voilà, ça, c'est un objectif SMART. On va dire. Ok, ça marche. Du coup, quand on a l'entretien annuel et que déjà, ou au premier entretien, quand notre boss va nous fixer les objectifs, on le laisse pas nous fixer des objectifs comme ça un peu nébuleux sur lesquels ça va être difficile de prouver qu'on les a atteints ou pas parce qu'ils seront pas précis. Et on va dire plutôt que de dire je veux que tu sois impliqué, c'est je veux que tu participes à tel nombre de réunions par semaine pendant toute l'année. Et là, c'est des objectifs précis, on pourra réellement les challenger. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la première étape avant toute chose, que les objectifs soient vraiment bien définis et qu'ils soient SMART. Voilà. Voilà, parce que si on veut juger notre productivité, il faut qu'on les juge par rapport à un objectif qui est pas mal. Ok, du coup, la deuxième partie de cette étape 1 qui est toujours tournée sur les objectifs, quand on en a discuté, c'était vraiment discuter
ces objectifs et les faire valider avec la hiérarchie. Vous qui êtes avec nous aujourd'hui en live, dites-nous si vraiment quand la hiérarchie elle vous donne les objectifs, est-ce que vous les prenez comme elle le dit? Donc par exemple, augmenter votre chiffre d'affaires ou votre chiffre personnel de 25% avant le 31 décembre. Est-ce que vous en discutez avec votre hiérarchie ou est-ce qu'au contraire, vous l'acceptez comme ils vous le donnent et c'est eux qui valident et seulement ça? Donc, en tout cas, discuter et valider ces objectifs avec la hiérarchie, c'est la deuxième partie de cette étape tournée sur les objectifs. Je vais te laisser du coup la parole, Déborah. Pourquoi c'est important de discuter, de valider les objectifs avec la hiérarchie? Alors, c'est tout à fait important parce que si je reviens à l'objectif qui est SMART, il y a la partie réaliste. Donc, ça veut dire que lors de cet échange, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un échange, c'est une discussion, ce n'est pas juste le moment de recevoir des ordres et où le salarié n'a rien à dire. Donc, même si le manager vient avec un objectif qui pour lui est SMART, il faudrait aussi voir son propre contexte, ses propres réalités, donc pouvoir dire, OK, si ça ne va pas ou s'il y a quelque chose qui n'est pas réalisable ou atteignable, de faire, hop, voici l'objectif, je pense qu'on peut le recadrer. Donc, ne pas hésiter à amener la discussion pour qu'ensemble, avec la hiérarchie, on soit d'accord sur les objectifs qui doivent être atteints. Et vraiment, c'est une discussion et que les deux parties, c'est pour ça qu'on dit, il y a la discussion pour échanger, mais il y a aussi la validation. Il faut que ce soit validé. Un autre aspect qui est important dans la validation, ce n'est pas qu'une validation verbale. Ça, il faut faire très attention. Parce que c'est bien beau d'être en entretien et de se dire des choses. J'adore ce que tu dis. Je pense que là, voilà. il faut envoyer des cœurs. Là, c'est trop important. Ce n'est pas que verbal, les gens. C'est pas que verbal, parce que verbalement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il faudrait qu'il y ait une trace. Alors, dans certaines entreprises, je pense que la majorité, il y a des trames pour des entretiens annuels. Ça peut être sous cette forme-là, mais si vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas de modèle, ne pas hésiter à prendre des notes et par la suite suivre par un email à la hiérarchie juste pour validation, ok? Vous envoyez l'email juste pour dire, ok, suite à notre entretien, voici les différents points qui ont été abordés, voilà. Et ne pas hésiter à l'envoyer pour avoir une validation et avoir une trace écrite. Une trace écrite de l'entretien. Ouais. Et puis, vraiment, le fait d'avoir tous les deux validé, tous les deux étaient d'accord avec les objectifs, ça permet qu'en fin de période, quand on va du coup dire est-ce que tu les atteins ou pas, qu'on dise pas ah non mais finalement en fait ils étaient pas bien ces objectifs ou finalement ouais mais ils étaient trop faciles ou ils étaient trop difficiles, de toute façon à la base j'étais pas d'accord. Tout le monde est d'accord, on le note, on le valide et il n'y a pas de changement. Exactement, aucun quiproquo, on part tous sur les mêmes bases. Et on n'a pas à la fin une des parties, alors ça peut être le salarié ou le manager, une des parties qui va dire oh non, c'était pas ce qui était prévu. Donc au moins, c'est tracé et il y a moyen de le ressortir, de dire ok, voilà ce qu'on s'était dit suite à l'entretien, tel jour, je sais pas quoi. Donc vraiment, c'est tracé. Voilà. Et ta phrase, elle me fait rire parce qu'elle me fait penser à un de mes anciens managers qui me disait, moi, de toute façon, j'ai des problèmes avec les salariés que quand les objectifs ne sont pas atteints. C'est-à-dire qu'ils critiquent jamais mes objectifs quand ils les atteignent et qu'ils ont leurs chiffres. Mais dès que les objectifs ne sont pas atteints, c'est là qu'ils viennent me voir pour me dire, non, mais en fait, il n'était pas bien, l'objectif, etc. Mais en fait, on perd en crédibilité à ce moment-là. Le mieux, c'est si tu sais que l'objectif n'est pas bon, c'est dès le départ de dire, non, je le remets en question. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit c'est une discussion. Et beaucoup de gens sont toujours en position un peu de faiblesse de se dire non, ça ne va pas être bien vu si j'ai un objectif et j'essaye de donner des arguments pour essayer de l'ajuster. Mais c'est justement le moment parce qu'après, c'est souvent trop tard. Et il y a tout à fait Janiri qui dit oui, tout en tenant compte des contraintes. Dans mon cas, mon manager m'avait soumis 3 projets à la fois et il n'y avait pas d'opérateur pour la partie technique. Et c'est tout à fait ce que tu étais en train de dire. Il faut challenger et remettre en question et dire dès le départ, on n'est pas d'accord si c'est pas un objectif qui est réaliste et atteignable, en fait. Exactement. Et donc, il dit qu'il s'est retrouvé à Bac+5 à faire des tâches d'ouvrier. Donc, en plus, ça ne rentre même pas dans sa fiche de poste et dans les tâches qu'il est censé faire. Donc, tout à fait. C'est clair que c'est inconfortable et je pense que c'est encore plus inconfortable à la fin de l'année d'arriver en échec sur des objectifs qui de toute façon n'étaient pas bons
et Mhm. de se retrouver à devoir se défendre sur des situations comme ça. Je pense qu'il vaut mieux affronter tout de suite plutôt que de laisser pourrir, quoi. Exactement, exactement, clairement. Ça marche. Il y a une troisième partie encore dans cette zone objectif qui est vraiment fondamentale pour partir sur des bonnes bases. Du coup, avec Déborah, tu me disais qu'il faut impérativement prévoir en amont les points de suivi qu'il y aura tout au long de l'année par rapport à notre objectif. Ceux qui sont ici encore en live, dites-nous si vous faites des points de suivi et si dès le premier entretien, vous fixez les objectifs, vous prévoyez quand auront lieu les points de suivi par rapport à vos objectifs tout au long de l'année. Et Déborah, je te laisse la parole pour nous dire justement en quoi c'est important dès le démarrage de prévoir les points de suivi. Alors, c'est super important parce que j'ai envie de dire que lorsque vous êtes à cette étape de vous fixer des objectifs, votre objectif a une échéance. Donc, on a vu le SMART, le T pour le temporel. Il est conseillé et il est même super important de définir dès ce moment-là avec la hiérarchie. Alors, dépendamment des entreprises, il y a des entreprises où il y a des systèmes qui sont déjà en place pour un certain suivi à une certaine échéance, mais ne pas hésiter avec le manager de vraiment se décider, OK, comment est-ce qu'on fait pour les étapes de suivi? À quelle échéance ça doit être fait? Comme ça, c'est non seulement vous en discutez, ce ne sera pas une surprise, mais c'est quelque chose qui est déjà prévu. Et ça permet aussi également de ne pas arriver au bout et s'il y a des choses qui se passent mal, de se dire, OK, ce n'est qu'au bout, lorsque vous êtes, entre guillemets, évalué, que vous avez l'opportunité d'en parler, alors que les points d'étape en intermédiaire permettent, s'il y a un couac, de pouvoir le signifier. Et si ça se passe bien, de dire aussi que ça se passe bien, parce que généralement, on se dit, oh, si ça se passe bien, je n'ai pas à rendre compte, ça va, quoi. Non, mais même en cours, si ça se passe bien, il est important aussi de le signaler, de montrer l'avancée de ce que vous faites. Donc, c'est super important de pouvoir avoir ces points de suivi prédéfinis lorsque vous avez votre entretien et lorsqu'on vous fixe vos objectifs. En commentaire, on valide, on dit ah oui, oui, il faut avoir des mini-échéances permet de baliser et d'éviter toute déviation. C'est exactement ce que tu dis. On évite les dérives qu'on contrôle pas et justement, ça permet Exact. et d'alerter. On ne te dira pas que tu n'as pas prévenu. On ne te Pas. dira pas tu aurais dû dire j'aurais fait ça. J'ai dit maintenant qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment ça parce que les ah t'aurais dû, on connaît. Ah oui, Donc là vraiment, je t'ai alerté à tel point, tel point, tel point. Tu as toute la traçabilité en fait de exact. l'échéance et permettre justement de réajuster et d'avoir des explications au cas où on devait être en échec ou en tout cas en dessous des objectifs qu'on nous a fixés. Et Ouais. éventuellement aussi, comme tu disais, si on est au-dessus, tout au long, ça permet de valoriser aussi son travail tout au long de l'année à travers ces points de suivi. Exactement. Non, c'est clair que c'est super important parce que les objectifs sont là, mais il faudrait aussi dans la progression faire des points d'étape pour savoir où est-ce qu'on en est, ajuster le tir et même, comme tu dis, valoriser. C'est super important. On a peut-être souvent l'impression que on fait notre job. On n'a pas besoin de le valider. Non, c'est notre objectif. Exactement. Donc, si on le fait, c'est notre job. Mais il ne faut pas hésiter à en parler et à le valoriser. Exactement. Et puis, du coup, ça laisse une impression positive sur toi. Et tes points de suivi, je trouve, c'est super important de le dire parce que, on est tous passés par l'année Covid où l'activité s'est pratiquement Ah. arrêtée chez beaucoup d'entre nous. Les... Attends, excuse-moi, en même temps, je rigole parce que je vois le message de January qui dit, je surcommunique qui est fou parce que ça permet d'avoir le grain à mon moulin de négociation. Bravo, January. Exact. T'as totalement raison. T'as totalement raison. Ça, c'est les pépites qu'on met dans notre gros dossier qui va nous permettre de négocier Exact. ensuite pour dire à quel Exact. point on est bon. Et c'est eux-mêmes qui nous l'ont confirmé à plusieurs reprises. Et ouais, donc je disais, effectivement, avec le Covid qui nous est tombé dessus, des choses comme ça remet en question, ça bouleverse tout ce qu'on avait prévu. Et donc, il faut absolument qu'on fasse en sorte que le suivi de nos objectifs aussi soit réajusté par rapport à toute la situation et ce qu'on vit au quotidien, quoi. Exactement. Ça marche. Alors, du coup, on passe à l'étape 2, qui est de booster vraiment concrètement sa productivité. Une fois qu'on a en place nos objectifs, qu'on sait très bien où on veut aller et qu'on a les étapes de suivi pour savoir si ça se passe bien, il y a la partie booster concrètement comment on fait pour être plus productif et atteindre avec brio ses objectifs. Et
l'un des premiers tips que tu nous donnes, Déborah, c'est de dire on décompose ces gros objectifs qu'on s'est fixés, par exemple pour l'année, en petites tâches. Est-ce que vous, qui êtes là avec nous en live, est-ce que au quotidien, quand vous travaillez, vous découpez vos gros objectifs? Donc, si par exemple votre PDG dit je veux que tu me signes 10 dossiers cette année, est-ce que vous faites un espèce de rétro-planning ou quelque chose pour suivre en petites tâches qu'est-ce que ça signifie concrètement au mois, à la semaine, au jour, quelle est sa signification? N'hésitez pas à nous dire en commentaire et Déborah, je te laisse la parole. Oui, effectivement. Et j'ai fait un post la dernière fois sur mon compte où je prenais juste un exemple d'un pot de yaourt. Alors, ça peut être le pot de yaourt, ça peut être une plaquette de chocolat. Je ne Oui, sais moi pas j'ai s'il y a une une tablette de personne, chocolat. voilà, je ne sais pas s'il y a une personne qui peut me dire qu'il prend toute la plaquette de chocolat et la mange en entier d'un seul coup. C'est pas possible. Du coup, on est, on est tous obligés de pouvoir aller petit carreau par petit carreau pour pouvoir Oui, terminer la plaquette de chocolat. C'est c'est exactement clair. la même chose. Lorsqu'on a un objectif, par exemple, de dire, OK, augmente le chiffre d'affaires de 25% d'ici le 31 décembre. OK, tu as cet objectif. Mais du coup, si tu le laisses comme ça, tu ne seras même pas efficient dans ta façon de travailler. Il faudrait le découper sur une échéance de temps, comme tu l'as dit. Est-ce que cet objectif, qu'est-ce que ça représente au mois? Qu'est-ce que ça représente à la semaine? Qu'est-ce que ça représente à la journée? Parce que sinon, on a l'impression que c'est tellement un gros morceau qu'on ne va même pas y arriver. Alors que si on prend le temps de décomposer en sous-tâches, ça permet de démystifier et de pouvoir passer à l'action plus rapidement. Ça veut dire, par exemple, que si ton chiffre d'affaires, je ne sais pas si cette année, tu as fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, augmenter de 25% juste pour, bon, je ne suis pas une matheuse, mais c'est quand même facile. Tu dois être à 12 500 euros Oui. à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? L'année passée, peut-être tu as eu 10 prestations, 10 contrats qui t'ont fait les 10 000 euros. Ça veut dire qu'il te faudra avoir 3 clients de plus à peu près. Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir avoir ces autres prestations? Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir aller plus, avoir d'autres prospects? Voilà, c'est maintenant ces sous-tâches-là que tu vas, tu vas te focaliser, oui, pour atteindre ton objectif parce que tu sais ce qu'il te faut pour y arriver. Tu n'es plus juste dans un objectif global, mais tu as des actions et des tâches qui sont bien précises pour te permettre d'arriver à cet objectif-là, quoi. Tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que là encore, là, il y a Gianni qui dit, moi, ce qui me ralentit dans ma productivité, c'est la maîtrise des outils Excel. Mais avant même de passer aux outils, toi, tu es encore au niveau du mindset, c'est-à-dire, on organise déjà dans son cerveau comment je vais mettre les sous-tâches et après, peut-être que du coup, Exact. quand c'est bien organisé, on va pouvoir sélectionner les bons outils pour les Voilà. utiliser. Exactement. C'est vraiment déjà découpé pour avoir cette structure-là et savoir sur quoi je me focalise aujourd'hui. Et maintenant, passer aux outils qui permettent justement de réaliser et de pouvoir passer à l'action. Donc, c'est déjà la première étape de pouvoir savoir sur quoi je me focalise, sur quoi je travaille. Et ensuite, maintenant, passer aux outils qui permettent de pouvoir réaliser la tâche sélectionnée, quoi, on va dire. Et il confirme parce qu'il dit je n'arrive toujours pas à avoir cette vue d'hélicoptère et effectivement en fait c'est prendre de la hauteur. J'ai toujours le nez dans le guidon et en fait en prenant de la hauteur tu organises et après tu te mets le nez dans le guidon pour pouvoir Exact. carburer dans le bon sens. C'est Exact. vraiment un conseil très puissant que tu nous donnes là, Déborah, parce qu'en fait, on a tous tendance, salut coach, Salut. on a tous tendance en fait à avoir le nez dans le guidon, à passer dans l'opérationnel très vite parce qu'il y a tout qui nous rattrape au quotidien, les mails, les appels, les interruptions. Et donc, si on n'a pas le plan qu'on a pris le temps de cadrer, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On se laisse complètement submerger. On a assailli de toutes parts et du coup, ça joue sur notre productivité parce qu'à la fin de la journée, il y a des fois où on se rend compte que peut-être on n'a pas fait les choses qui étaient les plus importantes, ou on ne s'est pas attaqué vraiment à ce qu'il fallait faire, quoi. Donc, c'est super important de prendre ce temps-là parce que certaines personnes vont se dire que c'est du temps perdu à peut-être prendre un peu de temps pour le faire. Mais je pense que ça permet de gagner tellement de temps par la suite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est investir comme, en fait, on en revient toujours à ça, c'est investir, dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent pour avoir un gain futur qui est plus élevé, en fait. Exactement, exactement. Ça marche. Alors, du coup,
La deuxième chose qui va donc dans la continuité, toujours pour booster sa productivité, ce que tu nous expliquais, c'était important de gérer et de tracer les aléas dans cette Exact. logique au quotidien. Est-ce que vous déjà, vous avez des outils, vous mettez quelque chose en place pour gérer et tracer les aléas quand, par rapport à vos objectifs, quand vous êtes en train d'essayer d'être le plus productif possible au quotidien? Et je te donne la parole, Déborah. Oui, alors, comme on disait hein, aussi précédemment, le fait de pouvoir avoir ses objectifs bien définis, de pouvoir avoir des points de suivi, et ça permet également dans la progression, s'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui arrive, un aléa qui arrive, de pouvoir aussi le retracer. Parce que le fait de décomposer, ça veut dire qu'à chaque niveau, on arrive à tracer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends juste un exemple, comme on a dit, par exemple, pour l'augmentation du chiffre d'affaires. Par exemple, on sait qu'OK, il nous faut plus de contrats et on est dans un contrat de prestation, on a besoin peut-être de matériel pour réaliser la prestation. On sait que lorsqu'on va décomposer nos tâches, par exemple, il nous faut passer la commande du matériel avant de faire la prestation. Si on arrive à un moment où, je ne sais pas, il y a une pénurie de matériel, il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, on sait tout de suite que voilà, si la prestation est retardée, c'est parce qu'au niveau de notre fournisseur de matériel, il y avait aussi un retard. Donc, c'est vraiment d'aller dans cette subdivision. Ça permet vraiment d'avoir une vue et de pouvoir tout de suite détecter s'il y a un aléa. Donc, pouvoir le détecter, pouvoir le gérer, pouvoir le remonter parce que des fois, ça nous dépasse. J'ai envie de dire, s'il y a une pénurie, bah, il y a une pénurie. Peut-être le fournisseur va vous dire, OK, on aura un retard de 3 mois. Et tout Bien de sûr. suite, ça permet, avec les points de suivi, d'alerter la hiérarchie. OK, voici, on a un problème avec notre fournisseur qui ne peut pas nous livrer il y a 3 semaines de retard. Donc, ça va retarder une prestation. Voilà. Mais au moins, on a capté l'aléa. On l'a tracé, bien sûr. On a un Oui, fichier, on a des emails, on a des échanges avec le fournisseur. Ce n'est pas juste comme ça, mais on a des éléments qui nous permettent de dire qu'OK, cet aléa est arrivé, on a échangé avec le fournisseur, etc. Bon, je pense que tout le monde en entreprise bien a un sûr. système pour pouvoir tracer ça. Donc, c'est très important de cette décomposition, ne pas avoir ce gros objectif parce que ça permet aussi de pouvoir capter rapidement ces aléas-là et les gérer. Lorsque ça nous dépasse, on transmet à la hiérarchie, bien sûr, parce que des fois, il faut peut-être un niveau plus élevé pour régler certains aléas. Mais au C'est moins, bien. de notre côté, on a fait le job. On a fait le job. Et vraiment, sur tracer, mais c'est tellement essentiel parce que sur le coup, des fois, on a des petits couacs et tu donnais l'exemple de la marchandise retardée ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est pas de notre fait, mais dans un an, quand on va faire le bilan et qu'on verra juste que le projet a été retardé, point. Si nous, on n'est pas capable, si on n'a pas tracé pourquoi le produit est retardé, bah, on va pas s'en souvenir, on peut pas garder en tête toutes Exact. ces choses-là. Et du coup, bah, en fait, c'est pour notre pomme que ça va retarder parce que c'est toi le responsable, le nom qui est dessus. Et si t'as pas Mhm. tracé, bah, tu n'es pas capable de justifier pourquoi ce n'est pas de ta faute et en quoi, bah, on peut pas t'imputer la faute, en fait. Donc, c'est super Exactement. important. C'est très, très important. J'ai envie de dire que c'est super important, enfin, de manière globale, hein. Lorsqu'on est en entreprise ou même pour soi-même, il est important d'avoir une traçabilité des choses parce que notre cerveau, même si Il on est a une faillible. super mémoire ou je sais pas quoi, mais dans 5 mois, tu as besoin de te rappeler d'un détail. Si tu n'as pas quelque part, clairement, voilà, c'est dommage, quoi. Surtout dans ce genre de cas où ce n'est pas de ton fait. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir avoir un élément qui te permette de le justifier, de le montrer, quoi. Donc, C'est ouais. ça. Et j'ai envie de dire, parce que je sais que ça fait un peu procédurier, ça fait un peu, ils sont là à chercher, mais vraiment préparer la guerre pour avoir la paix, c'est toujours comme ça que on sait que avec Hawa ou avec Déborah, les choses sont carrées, elles tracent tout. Donc on va même pas tenter avec elles, on va même pas tenter. Alors que celui qui note rien, qui est toujours dans le blabla, bah ah non, je te l'avais dit, hein, si, je te l'avais dit. Ah, bah personne ne sait, personne n'a de traces, mais vu qu'on n'a pas de traces. Mais si tu sais que c'est quelqu'un, non. Moi, je t'envoie toujours une confirmation par mail. J'ai pas de confirmation, donc tu ne me l'as pas dit. On peut pas inventer. Exactement. C'est devenu mon process. Exactement. C'est clair, Exactement. ça peut paraître, comme tu dis, procédurier, ça peut paraître être trop chiant, trop être exigeant, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est clairement nécessaire. Et même dans le rapport qu'on a,
ça montre aussi un niveau de sérieux, ça montre aussi un niveau de responsabilité dans ce qu'on fait. Donc, il n'y a vraiment pas de mal à ça, hein, je dirais. Exactement. Et si au final, peut-être que notre direction nous fait confiance, ils abordent pas le sujet, ben, on n'a pas besoin de l'utiliser. Mais au moins, au cas où, on l'a, quoi. C'est clair. J'ai sauté Exact. une des étapes en passant directement aux aléas. Mais avant, une des petites étapes que tu avais données dans cette partie de booster la productivité, et c'est, je pense, un des points les plus importants, c'était vraiment de dire, on priorise on priorise une fois qu'on a, on a découpé nos gros objectifs en petites tâches. Ensuite, il faut savoir prioriser les tâches. Et du coup, comment on fait pour prioriser les tâches? Dites-moi dans les commentaires si vous, déjà, vous savez prioriser vos tâches. Est-ce que vous utilisez une méthode, un outil, une technique? Comment vous faites pour prioriser les tâches? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Déborah, des fois, on a tellement d'urgence, on est pris par l'opérationnel. Et au final, à la fin de la journée, on se dit les trucs les plus importants, je les ai pas faits. Et on est frustré. Donc, dis-nous, Déborah, on a besoin désespérément de ton aide. Moi, la première, là, parce qu'il y a tellement de choses sur le feu. Il existe plein de méthodes pour pouvoir prioriser. Déjà, il faut commencer par là. Je pense que la méthode la plus célèbre, et c'est celle dont je vais parler aujourd'hui parce que j'en ai d'autres, mais je pense que celle-là, c'est rentré dans la tête des gens, c'est la matrice d'Eisenhower, matrice de priorité. Alors, le plus important, quelle que soit la méthode qu'on utilise, c'est de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Ça, c'est la première des choses à distinguer. Il faut savoir que quelque chose qui est urgent est généralement rattaché à une échéance, à une date limite, à quelque chose où on doit vraiment porter son attention immédiatement. Donc, ça ne doit pas attendre. Donc, ça, c'est le critère d'urgent. Oui, c'est urgent parce qu'il faut que je le fasse tout de suite. L'échéance, c'est demain. L'échéance, voilà. C'est quelque chose qui a besoin de notre attention de façon immédiate. Et ça fait en sorte qu'on a une action réactive, mais une action réactive simultanée. C'est-à-dire, là, il faut faire tout de suite. Ouais. Ça, c'est l'urgence. Maintenant, l'importance, c'est une tâche, en fait, qui contribue à atteindre notre objectif final, à atteindre une mission qu'on s'est donnée, à atteindre une certaine des valeurs qu'on a. Et en fait, c'est une tâche pour laquelle on a aussi une réactivité, mais on est plus posé. On a plus le temps de planifier. Donc, c'est vraiment un peu plus rationnel, on va dire. Alors que l'urgence, c'est tout de suite. J'ai envie de dire que si tu as ton gosse qui a une blessure, tu ne réfléchis pas tout de suite, tu fonces parce qu'il faut soigner. Ça, c'est l'urgence. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'urgence. Mais planifier un rendez-vous pour le dentiste pour ton fils, tu prends le temps. C'est important parce que, bon, peut-être il a une carie ou je ne sais pas quoi, mais tu as le temps de pouvoir appeler, de pouvoir prendre le rendez-vous et tout. Ça, c'est important, mais ce n'est pas urgent tout de suite. Partant de ces deux notions, maintenant, la matrice d'Eisenhower permet de faire la différence lorsqu'on a ces tâches, de savoir sur quoi on doit travailler maintenant, qu'est-ce qu'on peut reporter, etc. Donc, c'est une matrice qui a 4 cadrans. Le premier cadran, ce sont les tâches qui sont importantes et urgentes. Ces tâches-là, c'est à faire en priorité, top numéro 1. Donc là, si j'ai ma liste de priorités, ma to-do, la première qui vient, c'est urgent et important, ça va là. Ouais. Important, urgent, on passe dessus. Je vais prendre juste un exemple. Si on te dit, OK, Awa, il faut que tu améliores le chiffre d'affaires, toi, tu comprends qu'il te faut avoir plus de clients, plus de prestations. Si tu as un prospect qui t'appelle, Awa, j'ai besoin d'avoir un devis pour ta prestation, eh bien ça, j'ai besoin d'un devis pour, je ne sais pas, dans la semaine ou, je sais pas quoi, ou demain. Oui, voilà, le directeur part en vacances demain, donc il faut que je lui fasse signer aujourd'hui, par exemple. On avait un ancien prestataire qui nous a lâchés, on a besoin de quelqu'un tout de suite. J'ai besoin que tu m'envoies un devis de ta prestation. Ça, c'est important et urgent. Parce que c'est une prestation à 100 000 euros. À 100 000 euros comme ça, c'est à la fois urgent et à la fois important. Tu dis, OK, ça, il faut que je le fasse tout de suite. Je ne reporte pas. Là, il faut que tout de suite. C'est un nouveau client. Ça veut dire que plus de chiffre d'affaires, donc j'y vais. Ça, c'est un exemple de tâche importante et urgente. Le deuxième cadran, ce sont des tâches qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Ça veut dire que c'est important, ça va participer à ton objectif, par exemple, d'augmenter ton chiffre d'affaires, mais ce n'est pas urgent. Je prends par exemple, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires et tu veux peut-être acquérir des compétences en négociation de contrat, à participer à une formation. Là, c'est quelque chose qui est important parce que ça va te permettre de pouvoir négocier avec des prospects et tout, mais tu peux planifier cette formation. Ce n'est pas un truc que tu as besoin de faire le lendemain, quoi.
Donc, Oui, c'est exactement. important, mais c'est pas urgent. Mm. Maintenant, le troisième cadran, ce sont des tâches qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Ça veut dire que là, il faut le faire tout de suite, mais ce n'est pas forcément dans la réalisation, l'atteinte de ton objectif de façon concrète et immédiate, par exemple. Mm. Je te prends l'exemple tout typique hein, dans chaque entreprise. Un collègue qui vient te demander de l'aide à ton bureau ou qui t'envoie un email pour te demander de l'aide par rapport à une situation qu'il traverse, il veut que tu l'aides. Oui, C'est urgent parce que le collègue, il a vraiment besoin de ta réponse. Généralement, c'est exactement. ouais, j'ai besoin de ça tout de suite. Mais clairement, pour toi, C'est pas c'est pas important. toujours important. Donc, C'est pas important. voilà, c'est des tâches comme ça que tu peux déléguer ou alors tu peux renvoyer à plus tard. Ça veut dire déléguer, D'accord. par exemple, moi, je sais que ça m'arrive en entreprise. S'il y a quelqu'un qui me pose la question, je peux dire à mon collègue, bon, là, je travaille sur quelque chose. Je sais qu'il y a un tel qui a peut-être ces compétences-là et qui peut t'aider si tu as besoin d'une réponse tout de suite. Ok. Je délègue. Tu délègues. Ok. Voilà, je délègue ou alors je te dis, bon, je suis vraiment sur un dossier important, je serai disponible dans 2 heures. Est-ce que tu peux repasser? Je pourrais te donner C'est la ton réponse à choix ce moment-là. après. Voilà. Donc, C'est ça. c'est ça. C'est des tâches comme ça qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes, que tu délègues, tu portes à plus tard, etc. Maintenant, le quatrième cadran, les derniers. Alors là, ce sont des tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Franchement, ça vaut même pas la peine. Tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Ok. Ok. Par exemple, Ouais. si tu travailles sur, j'ai envie de le dire, hein, mais je le dis quand même, scroller sur les réseaux sociaux, là, des fois, c'est pas important, c'est pas urgent. Ça peut se faire après. Donc, du coup, tu peux avoir envie d'aller voir, de scroller sur les réseaux sociaux, mais clairement, si tu es dans ton taf et tu as des choses à faire, je vous dis, dans ta to-do list, tu vois bien que tu as des choses à faire, eh bien, ça, c'est le truc que tu vas Tu enlever s'il a balais. vraiment pas besoin. Ouais, tu Tu balais tout de balais. suite. Voilà. D'accord. Donc, Il y a c'est un juste, peu du coup, la tâche qui était importante mais pas urgente. Donc là, dans ton conseil pour ce type de tâche-là, on planifie, c'est tu ça? planifies, oui, tu planifies, tu peux remettre à plus tard, tu le mets dans ton calendrier, ok, je le fais, je sais pas, dans 2 jours, ou si c'est un rendez-vous, vraiment, c'est pas quelque chose que tu dois faire en priorité, parce que c'est d'abord les tâches qui sont importantes et urgentes, Et le top urgente. de ta liste, oui, Ok. franchement, Mais ouais. il faut pas que tu l'oublies, donc il faut que tu le planifies et que tu Exactement. sois pas C'est zappé. pas à oublier, c'est à planifier. C'est réserver un autre créneau pour cette tâche-là. C'est les tâches D'accord. non importantes, non urgentes que tu peux oublier. Tu n'auras même pas Que de tu souci. peux. Tu peux oublier et Ok. puis il n'y a pas de souci. D'accord. Ça, ça marche. Merci. En tout cas, c'est vraiment un outil super puissant pour prioriser les actions parce qu'en Exact. vrai, à chaque fois que tu as une tâche, c'est obligé de la classer et rien que cette gymnastique de se dire, attends, c'est urgent, c'est important. Et moi, j'avoue que personnellement, pour le classement du important, j'aime bien me poser la question, quelles sont les conséquences si je ne le fais pas? Et en fonction des conséquences, si je ne le fais pas, c'est là que je sais dire si c'est important ou pas. Parce que des fois, on a l'impression que certaines choses sont importantes alors qu'elles ne sont pas fondamentalement. Et quand on se pose la question vraiment, non, mais si je le fais pas, en vrai, il se passe quoi? Vraiment, il se passe quoi? Ouais. Ou pareil, des fois, on a l'impression que certaines deadlines qu'on s'est mises, c'est ultra urgent. On se met des deadlines super fortes. Et je me dis, attends, si je le fais pas à cette date, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui concrètement? va se passer? Exactement. Exactement. Et du coup, ça Ouais. permet de resituer aussi les priorités. En tout cas, moi, c'est Exactement. des façons que j'utilise pour des fois descendre le stress parce que du coup, le stress devient un ennemi de la productivité à ce niveau-là, quoi. Exactement. Clairement, lorsqu'on se retrouve avec plein de tâches et qu'on n'arrive pas à distinguer ce qui est important et ce qui est urgent, on a l'impression qu'on doit tout faire. Forcément, ça fait du stress en plus. Et comme je te dis, il y a plusieurs façons de prioriser, mais celle de Eisenhower, je sais que c'est celle la plus répandue. Maintenant, après, comme tu dis, tu te poses des questions parce que ça, ces questions que tu te poses, en fait, en réalité, c'est pour déterminer qu'est-ce qui est vraiment important. Et c'est pour Oui, ça que j'ai dit vraiment le socle de ce point-là, c'est de faire la différence entre ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui n'est pas important. Voilà. C'est vraiment de exactement. faire le distinguo entre toutes ces notions-là par rapport aux tâches qu'on doit faire. Eh bien, il y a Alexandra qui nous dit merci pour votre énergie, mesdames, ça me motive. On est contente de te motiver. On Oh espère que oui, ça va t'aider à mettre de la productivité dans ta vie. Merci beaucoup, Déborah. N'hésitez pas à vous abonner à son compte. Franchement, moi, à chaque fois, je vois ces petits posts de productivité et ça me remet un petit peu sur le droit chemin parce que j'ai l'impression que la productivité, c'est quelque chose qu'il faut qu'on te rappelle un peu tous les jours parce que même s'il y a des notions que tu sais,
Une Oui. petite piqûre de rappel, ça te remet sur le droit chemin. Ah non, non, ça fait pas de mal, hein. Ça fait pas de mal d'avoir des piqûres de rappel comme ça de temps en temps. Donc, merci Alexandra. Avec plaisir. Et du coup, on va passer déjà à la partie. Ah non, j'ai failli oublier encore un truc. On est toujours dans comment on booste sa productivité. Donc, on a parlé du fait donc de déjà d'une décomposer nos gros objectifs en petites tâches. On a parlé du fait de prioriser pour prendre celles qui sont importantes, de gérer et tracer les aléas qui peuvent venir sur la route qu'on n'avait pas prévus. Donc, surtout les tracer aussi. Exact. Et on va parler enfin, toujours dans cette partie, on booste la productivité, de faire un tableau de bord de suivi à des échéances plus courtes que les échéances qu'on avait par rapport à notre objectif global. Et Exact. est-ce qu'il y en a qui font vraiment ça? Parce que j'avoue que bon, là aujourd'hui, moi, je ne suis plus salariée depuis 1 mois et demi. Mais quand j'étais salariée, c'est vrai que avoir moi personnellement un propre tableau de bord qui me permettait d'avoir mes échéances en me disant bon, ok, je dois faire 10 clients cette année. Le premier trimestre, il faut que j'en ai fait 2 et ainsi de suite ou 3. Je ne le faisais pas du tout. Faut être honnête. Est-ce qu'il y en a du coup dans ce live qui ont un tableau de bord qui permet de suivre les échéances de son live? En tout cas, Déborah nous dit que c'est une clé pour être plus productif. Dis-nous, Déborah. Exactement. Franchement, c'est une clé. Et comme tu dis, hein, moi-même, je suis salariée et j'avoue que je ne le faisais pas. Alors, dépendamment des métiers, il y a des métiers où des fois, on est un peu obligé de le faire. Parce que moi, Oui. comme je suis dans la gestion de projet, forcément, pour certaines étapes, on a besoin de revenir à des échéances plus courtes et de tracer. Ah oui, le diagramme de Gantt, Dianéric, oui, moi je l'utilise beaucoup en tant que gestionnaire de projet, Oui, moi diagramme de aussi. Gantt, Microsoft Projet, etc. Mais l'objectif, c'est aussi de le faire pour tout type de métier, pour des métiers où on a vraiment besoin d'avoir ce suivi-là, de se créer un système. Alors, ça peut être du diagramme de Gantt, ça peut être juste un tableau où on écrit ce qu'on a Tu peux fait, si on juste a nous fait une rappeler pour prestation, ceux qui etc. connaissent peut-être pas le diagramme de Gantt, qu'est-ce que le diagramme de Gantt, du coup? Ah oui, non, le diagramme de Gantt, en fait, c'est un diagramme où tu as des barres, hein, pour suivre la progression d'un projet. Alors, tu Dans le fixes des temps, ouais. échéances. Pour chaque tâche, tu as des tâches. Et puis, pour chaque tâche, tu as une échéance, une date de début, une date de fin. Et ça te permet aussi de voir les variations lorsque tu as un retard, etc. Donc, c'est utilisé beaucoup dans la gestion de projet parce que lorsque tu as un projet où il y a d'énormes tâches, ça te permet de pouvoir avoir une visibilité sur chaque tâche, on va dire, et de pouvoir contrôler un peu s'il y a des dérives, etc. Donc, voilà. Ouais, c'est important. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il dit en plus qu'il a fait ça une seule fois et il n'a jamais réussi à respecter. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est Dans un les projets, outil. il y a toujours des dérives, hein. Je pense que le projet parfait que tu as sur le premier tableau planning ou rétro-planning ou diagramme n'existe que dans ta Non, tête et dans la réalité, il va forcément varier parce qu'il y a des aléas. Mais je me dis que même un diagramme de Grant, bah, même si ton métier ne s'y prête pas, pour ta carrière personnellement, ton plan de oui, carrière, ton évolution professionnelle, tu peux te faire un en disant j'aimerais être arrivé là à tel stade de ma carrière et ainsi de suite. Ça peut exact. aussi être intéressant. Exact, c'est ce que je dis. Je veux dire, d'avoir des systèmes aussi, ça peut être, en fait, on dit diagramme de Gantt, mais ça peut être un truc tout ça. Mais le principal, c'est que il faudrait que cet outil te serve de pouvoir avoir un suivi, un tableau de suivi, comme on dit. C'est vraiment de voir quelles sont les échéances. Et vraiment, sur un objectif global, découper les échéances, si c'est sur 4 mois, te faire ton tableau de suivi chaque semaine. Ou voilà, ça va dépendre parfois aussi des métiers, mais je sais qu'il est important de pouvoir avoir un suivi soi-même personnel avec des échéances qui sont plus courtes, quoi, pour qu'on puisse se retrouver, voilà, à pouvoir, je veux dire, comme on a dit, découper tout, même l'échéance en soi est découpée, parce que si on te dit 4 mois, tu la découpes à la semaine, à la journée, voilà, donc c'est super important. Ouais, ouais. Et puis, enfin, de ce que tu dis, j'en retire qu'en fait, c'est pas tellement l'outil qu'on utilise qui est important, c'est juste de faire un outil que nous, on comprend, qui nous est facile Exact. d'utiliser régulièrement pour pas s'y perdre et pour avoir envie de le remplir. Si à chaque fois c'est l'usine à gaz, c'est pas la Ah peine. oui, ça vaut pas la peine. C'est pour ça que j'ai dit le diagramme de Gantt. Je connais parce que je le fais dans la gestion de projet, mais pour certaines personnes, ils vont regarder ça, ils vont se dire, mais ça, c'est quoi tout ce truc? C'est quoi ça? Parce que tu as des barres horizontales partout et tout. Donc, de Exactement. trouver un système qui est adapté. Comme je dis, indépendamment des métiers,
Ça peut être un carnet, je veux dire, où on note, je ne sais pas, à la fin de la journée, on note ce qu'on a fait. Par exemple, je prends juste un exemple. Si on est dans un exemple où on dit, parce que ça, j'avais aussi pris comme exemple, où on est dans une entreprise où on te dit, OK, on a besoin de diminuer le temps de réponse du service client, par exemple. Sachant que le temps actuellement, les clients se sont plaints qu'on attend trop lorsqu'on envoie une requête au service client, ils ont trop d'attentes. Notre C'est un objectif, c'est qu'il exemple faut très concret, diminuer. ça. Voilà, il faut diminuer le temps de réponse de 3 heures. Alors, si avant on faisait 10 heures, maintenant il faut qu'on fasse 7 heures. Toi, tu vas avoir ton tableau qui va dire, OK, bon, voir la progression. OK, aujourd'hui, le temps moyen, c'était tant, ou alors à la semaine, mais au moins tu as un suivi qui te permet de voir aussi l'évolution même. L'évolution même, de se dire, OK, on était parti au départ, on faisait 10 heures. L'objectif, c'est de faire 7 heures, mais entre-temps, on a diminué d'une heure. Après, voilà, ça te permet vraiment de pouvoir suivre tout au long et ne pas seulement attendre la fin de l'échéance pour te dire, ah, finalement, la progression, elle a été faite quand est-ce qu'il y a eu le shift? Donc, ça te permet Ouais. d'avoir tout au clair, franchement. Mais ouais, totalement. Et puis, en fait, quand je t'entends parler, Déborah, j'ai l'impression, c'est un peu ce que disait Gianni, c'est qu'avec ton tableau de suivi, bah, en fait, on est dans l'opérationnel tout le temps parce qu'on va être obligé d'être dans l'opérationnel. On est là pour bosser, mais en fait, on fait un mini tour d'hélicoptère à chaque fois pour reprendre de la hauteur et se dire peut-être Exact. cette action que j'ai fait, elle donne quoi comme résultat? Est-ce qu'elle marche? Comme ça, on peut faire les réajustements. Et donc, c'est en fait faire cette gymnastique de passer de l'opérationnel à je reprends de la hauteur, je redescends, je Exact. remonte et je redescends. Sortir un peu la tête, on est toujours la tête dans le guidon, donc ça demande de sortir un peu la tête du guidon, mais c'est productif parce qu'après, on peut rectifier le tir s'il y a un problème, on peut être plus efficient, plus efficace, on va dire, si on se rend compte qu'on fait des actions, mais au final, peut-être c'est pas ça qui nous permet d'avoir le plus de résultats, donc ça permet de prendre un peu de recul, comme tu dis, et de pouvoir ajuster, quoi. Mais ouais, parce qu'en fait, effectivement, souvent je parle avec beaucoup de salariés, et en fait, il y a souvent des frustrations qui naissent parce que la personne se donne à fond, elle bosse vraiment de ouf, mais des fois, on bosse juste pas dans la bonne direction, et du coup, Exact. on est en train de gâcher nos efforts, et en fait, on a tellement la tête dans le guidon que comme on prend pas ce recul, on n'arrive même pas à analyser que là, on est en train de donner énormément d'efforts, mais ça va pas donner in fine les résultats qu'on Les attend, résultats. et donc on sera frustré quand bah, le chef il n'aura pas de sentiment, il va nous dire non, tu n'as pas atteint les objectifs. Ok, tu as fait de la surqualité sur quelque chose que je ne te demandais pas, mais ce sur quoi je Exact. te demandais quelque chose, tu n'as pas produit les résultats sur lesquels je t'attendais. Et ça peut être extrêmement frustrant. Exactement. Donc, pouvoir réajuster, c'est important. C'est Enfin, c'est super des important. pépites, hein. J'espère que vous enregistrez ce live après parce que vous prenez des notes parce que là, vous allez changer du tout au tout dans votre boulot. Euh, Exact. Du coup, on passe à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, qui est de valoriser au mieux les résultats obtenus. Déborah, c'est ce que tu nous as dit. Tu nous as dit, OK, on a fixé des objectifs. OK, on a boosté notre productivité. On a fait de notre mieux pour les atteindre. Mais par contre, tout ça, ça sert à rien si on n'est pas capable, in fine, de valoriser au mieux nos résultats. Et donc, dites-moi, vous qui êtes là dans le live, est-ce que même si vous bossez super bien, vous arrivez vraiment à valoriser vos résultats in fine? Et la première chose que tu nous as dit, le premier tips important pour valoriser ces résultats, c'est de préparer son entretien. Et rien que pour ça, j'ai envie de t'embrasser. Je ne le dis jamais assez. Préparer son entretien. Je t'écoute, Déborah. Ah oui, la préparation, on n'y va pas en touriste parce que même si on a fait le super bon boulot, on a atteint les objectifs de ouf, on n'y va pas les mains dans la poche parce que j'ai envie de dire que votre manager, il va vous challenger. Il va vous challenger parce que même s'il le sait, alors même s'il sait que vous avez fait du bon boulot, il attendra que vous lui dites, vous lui montriez que vous avez fait du bon boulot. Parce que clairement, j'ai envie de dire que parfois c'est un peu sournois, hein, mais tu vois, il faut aussi voir comment est-ce que vous vous présentez, comment est-ce que vous valorisez ce que vous faites. Parce que même si ça se sait, c'est pas lui qui va faire toutes les éloges, hein, surtout qu'on sait qu'au niveau de l'entretien annuel, on rediscute plein de choses et voilà, il faut se mettre en valeur, il faut préparer. Ça veut dire que vous avez fait tout le boulot déjà, vous avez vos objectifs, vous avez tracé, vous avez tout un tas de choses, tout un tas de faits qui sont en votre faveur lorsque ça se passe bien. Donc, vous préparez en amont
votre entretien pour que lorsque vous y êtes, vous vous valorisez et pas seulement par rapport à votre ressenti, mais vous avez des faits. Vous avez des faits, c'est indéniable. Quelqu'un ne va pas dire que ce n'est pas vous qui l'avez fait ou vous n'avez rien foutu ou que vous vous accordez quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous avez tout, vous avez fait le boulot en amont. Donc là, c'est juste le moment de faire. Voilà, c'est juste le moment voilà, it's your show time. C'est vous là, vous montrez ce que vous allez faire, tout est carré, tout est vraiment avec l'assurance qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez fait le boulot, il faut pas être timide. Vous avez bossé. Vous avez atteint les objectifs. Et j'ai envie de dire que même si vous ne les avez pas atteints et que ce n'est pas de votre fait, vous pouvez dire oui, ils n'ont pas été atteints parce que. Et voici ce qui montre ça. Je veux dire, vous y allez vraiment préparer. N'allez pas à l'entretien les mains dans les poches. Les mains dans les poches en touriste, tout dubitatif, tout timide. Oui, vous avez peur de vous mettre en avant. Vous avez réalisé vos objectifs, mais vous ne voulez pas vous mettre en avant. Non, c'est votre job. Non, c'est votre job, oui, mais vous avez accompli, réalisé les objectifs. Et des fois même, si vous êtes encore allé au-delà, ça vaut encore le coup, quoi. Oui, mais tout à fait, mais c'est extrêmement important. Et je pense que malheureusement, les salariés passent pas assez de temps dans la préparation. C'est-à-dire, ils se disent, tout le monde sait, j'ai atteint mes objectifs. Mais par contre, se constituer un dossier avec des arguments, préparer les objections du manager, préparer tout cet aspect-là avec vraiment une posture. Et après, bien sûr, comme tu l'as précisé, avoir la bonne posture ensuite en entretien pour présenter, valoriser ces trucs. C'est quelque chose qu'on passe à la trappe alors que, en fait, tu as fait 90% du boulot et quand il s'agit de ramasser la récolte et faire les 10% restants, tu te foires à l'entretien. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Et ce qui est encore là, c'est que je reviens à ce qu'on a dit avant. Donc, votre manager est censé, je dis bien censé, savoir ce que vous avez fait parce que vous avez défini avec lui des points de suivi. Donc, ça veut dire que lorsqu'il vous voit à l'entretien, c'est pas juste, il vous voit pas un an après, quoi. Je peux dire ça comme ça. Mais n'empêche que même si vous avez fait des points réguliers, il y en a qui sont malins, hein, ils vont vous faire à la bon, ok, je te laisse me dire ce que tu as fait, ou alors carrément ne même pas se souvenir de ce que vous lui avez dit, ou peut-être la même pas. Voilà. Donc, mais il faut être préparé, il faut avoir tout en amont. C'est super important. Les objections, tu parlais des objections du manager, parce que oui, effectivement, le manager peut vous challenger sur quelque chose. Peut-être qu'il ne vous en a même pas parlé lors des suivis réguliers que vous aviez, hein, mais vu que vous avez tout, vous avez tracé, vous avez tous les éléments qu'il vous faut, eh bien, ça vous permet d'avoir une réponse, ça vous permet de pouvoir vous mettre en valeur et de dire quelles ont été les choses, quoi. Donc, c'est pas que du blabla, en fait. Vous parlez des choses que vous avez fait, que vous avez tracées, que vous avez documentées. Donc, c'est super important. C'est vraiment showtime, quoi. Je veux dire, ouais, il ne faut pas hésiter. On prépare bien le show et on y va, en fait. Exact. Donc, merci pour ce rappel qui est essentiel. Préparer vos entretiens. Et du coup, là, j'ai juste parce que j'ai eu une cliente récemment à qui c'est arrivé. Faites très attention. Parfois, il y a des boîtes où justement on vous prévient pas assez tôt de la date à laquelle c'est l'entretien. Des fois, le manager il a dit bon bah tu viens, on va faire l'entretien d'embauche. Tu n'as pas eu le temps de te préparer. Donc déjà, dès qu'on sait qu'on est dans cette zone-là, on commence à se préparer même si on n'a pas de date. Et en plus, on peut tout à fait dire bah là, moi je suis pas prête à avoir l'entretien. Je veux une date tant on se prévoit un vrai point. N'hésitez pas à différer les moments. Si vous n'êtes pas au bon moment, ne vous forcez pas à y aller. Ah oui, ça c'est important ça, parce que j'avoue que c'est souvent, ça peut arriver. Ah oui, on fait l'entretien là, j'ai du temps là maintenant, est-ce que tu es prête pour l'entretien? Et ça, je l'ai déjà eu en entreprise en plus. Exactement. Mais en plus, du coup, le salarié, souvent, il a peur de dire non, je suis pas prête. Mais il faut pas avoir peur. Vaut mieux que tu dises non, je suis pas prête. Même s'il se vexe, de toute façon, il va finir par le faire avec toi, l'entretien. Et à ce moment-là, tu seras prêt et préparé. Plutôt que toi, tu y ailles, t'es pas prêt, t'es pas sûr, il va te manger, en fait. Exact. Il va te manger lors de cet entretien. Et il faut bien retenir en tête que le manager, quand il en est à ses entretiens annuels, il n'a pas que toi comme entretien annuel. C'est-à-dire que lui, il a une enveloppe. Il a tout le monde qui va passer. Donc, tu es en concurrence, même si tu n'es pas en concurrence directe avec tes collègues, tu es en concurrence sur qu'est-ce qu'il peut donner à tout le monde et qu'il va falloir qu'il contente tout le monde avec son enveloppe. Et donc,
Et donc, forcément, même si tu as fait très bien, il va essayer de faire en sorte que tu te contentes du minimum de ce qu'il peut te donner pour le bon travail que tu as fait. Il va pas te donner Ah plus oui. si tu vas pas les Non, 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 chercher. c'est clair, hein, il ne va pas te donner plus. Des fois, même s'il ne peut rien te donner, il ne te donnera rien. Ben, et c'est tout le problème que parfois des gens qui ont des résultats médiocres arrivent tellement mieux à se vendre que des gens qui ont d'excellents résultats qui finissent par avoir des mieux que les autres parce qu'on sait que l'autre il est plus agressif, plus tenace en entretien. Alors je dis agressif pas dans le sens agresser le manager, hein, mais vraiment plus prêt à même. Et il valorise mieux ses résultats tout simplement que la personne qui va travailler très bien mais qui espère que le manager va lui donner sa récompense alors que ça marche pas forcément comme ça. Exactement. Non, mais c'est clair, c'est important de le notifier, ça. Super important. C'est ça. Le deuxième point que tu nous donnes, Déborah, et qui est aussi super important, c'est de préparer un résumé concis pour le manager. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous qui nous écoutez là actuellement? Est-ce que pour vos entretiens annuels, en plus d'avoir préparé le dossier comme ça, là, avec tous vos accomplissements, tous vos trucs, vous préparez un résumé qui est concis, une page, une demi-page, pour récapituler les chiffres clés, les choses comme ça, ou est-ce qu'au contraire, vous allez avec le gros dossier et que vous essayez de le faire passer? Dites-nous. Et Déborah, je te laisse nous expliquer pourquoi c'est important de faire un résumé concis au manager. Alors, c'est important, mais j'avoue que étant salarié, avant, je ne le faisais pas. Je n'y pensais même pas. Clairement, je n'y pensais même pas. Alors que avoir un résumé concis comme ça permet déjà, même pendant l'entretien, de pouvoir le passer, le manager va le voir tout de suite. Alors, comme je dis, vous êtes censé faire des points de suivi, etc., mais ça n'empêche que avoir un résumé concis de ce que vous avez fait qui présente votre suivi, etc. Que ce soit digeste aussi, c'est ça le plus important, que ce ne soit pas des dizaines de pages comme ça ou vos suivis que vous avez fait chaque semaine sur une année, ça fait quand même... Donc, du coup, ça fait quand même beaucoup. Donc, avoir vraiment quelque chose de synthétique qui présente ce que vous avez fait et qui montre que voilà ce qui a été fait, voici les objectifs qui ont été atteints ou si ça n'a pas été atteint, voilà. Mais vraiment être dans le résumé concis pour pouvoir passer les informations qu'il faut à votre manager. Et c'est quelque chose que, alors, vous pouvez envoyer en amont à votre manager, mais l'avoir sur soi le jour de l'entretien. Ça, clairement, parce que le coup de, vous avez envoyé l'email qui est tombé dans une multitude d'autres emails et on n'a même pas eu le temps de l'ouvrir, au moins ça permet de dire, bon, ok, je l'ai là, je peux te le passer, on peut en discuter, voici ce qui a été fait, voilà. Donc, c'est vraiment super important d'avoir quelque chose comme ça de résumé, de concis, de digeste à présenter au manager. Ouais, non mais et ça fait particulièrement écho parce que moi pareil avant je préparais pas spécialement de résumé concis ou de chiffres clés ou de d'éléments clés que j'avais préparé à sortir lors de l'entretien et du coup bah des fois tu remplissais toute ta grille d'entretien, tu mettais tout le détail etc. Et j'ai eu un manager qui était genre très Speedy Gonzalez, tu vois, il avait jamais le temps pour rien. Et même quand en entretien, je lui dis, mais pourtant, je te l'ai mis et tout. Il me dit, oui, oui, j'ai lu, non, mais j'ai pas, enfin, j'ai lu en diagonale, tu sais, j'ai du boulot. Et donc, c'est super frustrant parce que toi, tu te dis, j'ai Ouais, pris le temps de remplir quelque chose, de faire quelque chose, et il le fait pas. Et du coup, bah, je me ouais, suis adaptée, c'est-à-dire que j'avais quelques chiffres clés, quelques trucs qui pouvaient parcourir même lors de l'entretien. Et en plus, exact. bah, l'avantage, c'est que vu qu'il prend pas le temps de revérifier tout ce que j'ai mis, ben, quelque part, il est obligé de se fier sur ce que moi j'ai mis dans le résumé concis, tu vois. Exactement. Et ça devient parole d'évangile. Donc, C'est ça. quelque part, le résumé concis embellit, en fait, ça permet de passer sous silence peut-être les petites défaillances et de Les mettre petites quoi, oui, oui, et oui. oui, c'est ça, on met le, on met le paquet. Avec un peu de chance, il Oui, va lire juste le résumé qu'on lui a préparé. Il n'ira pas fouiller dans le détail. Parce que c'est comme les exactement. statistiques, on les tourne dans le sens qu'on veut et ça arrange tout le monde. Les Exactement. politiques sont très doués pour ça. Mais ce qui est bien aussi dans tout ce qui a été fait en amont, c'est que dans la discussion, si jamais le manager veut avoir plus de détails, là, pour le coup, on peut fournir ces détails-là, on peut fournir des choses plus en profondeur. Mais au moins, Exactement. avec ce qui est synthétique, il a les chiffres clés, il a tout ce qu'il faut, vraiment de façon concise, quoi.
C'est ça. Mm. Et juste pour que mon propos ne soit pas mal interprété, je ne dis pas de mentir dans le résumé concis et d'avoir un truc qui n'a rien à voir avec le détail. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste de le présenter d'une belle façon. Parce qu'après, Exactement. vous allez dire, ah ouais, c'est ce que tu as dit, j'ai eu des problèmes, je suis pas dedans. Tu fais bien de le préciser parce que du coup, c'est pas de manipuler les chiffres, hein, puisque de toutes les façons, ça pourra se retracer derrière. Si le manager veut, il peut voilà, par exemple, s'il te demande, OK, est-ce que tu pourrais m'envoyer plus de détails? Eh ben, peut-être il te faudra encore aller traficoter des détails, mais c'est une peine perdue. Il vaut mieux se focaliser et retranscrire ce qui a été fait. Et comme je disais, même lorsqu'il y a des couacs, ça permet de pouvoir dire, OK, il y a eu un couac ici, voilà ce qui a été fait pour à pallier à ce couac-là, ou peut-être c'est même pas à ton niveau, peut-être il y a une décision administrative au niveau de l'entreprise qui a été faite, mais c'était pas de ton fait, mais ça permet d'avoir un tracé de tout ça, quoi. C'est vraiment important. J'avoue qu'en tant que Non, salarié, des fois, on n'y pense pas, tout simplement. c'est clair. Et moi, je t'avoue, j'ai pris aussi cette habitude parce que même avec des clients, je travaillais sur des projets, bah, tu avais tout le compte rendu détaillé, ils ne le lisaient jamais. Du coup, je faisais un petit résumé concis qui faisait moins d'une page et ça, ils le lisaient. Et du coup, ils Ah avaient oui. les informations importantes que je voulais qu'ils retiennent parce que le compte rendu, ils ne le lisaient jamais alors que c'était un livrable obligatoire qu'ils étaient obligés. Et Mhm. l'être humain fonctionne comme ça, en fait. En général, quand Ah il oui. a voilà. Donc, quand ils n'ont pas de résumé, c'est pas sûr qu'ils vont lire. Mais quand au moins il y a un résumé, au moins tu as beaucoup plus de chances qu'ils lisent le résumé, même s'ils lisent pas tout le reste. Tout. Au moins ils ont quelque chose. Exactement. Clairement. Mm, super. Et du coup, la dernière, et ça c'est, je crois que c'est ma préférée, la dernière partie pour valoriser ses résultats, c'est d'oser demander l'augmentation. Oser demander l'augmentation. Dites-nous en commentaire si vous osez demander les augmentations, si au contraire vous avez un peu de mal à vous lâcher sur ce levier. Et Déborah, je te laisse nous dire pourquoi c'est important pour valoriser ses résultats d'oser demander l'augmentation. Bah, clairement, j'ai envie de dire que lorsqu'on a fait son boulot, on a atteint les objectifs et même qu'on a peut-être surproduit, c'est tout à Ouais. fait normal de se dire qu'OK, on a besoin d'avoir une augmentation. J'ai envie de dire, je dis toujours tous les jours, et ça c'est en aparté, je pense que si on n'avait pas de rémunération, personne n'irait travailler. Donc clairement, on ne va pas travailler Moi juste non. parce que, Moi, franchement, non. il faut se dire la vérité. C'est parce qu'on a une rémunération qu'on va bosser. C'est parce qu'on a une rémunération qu'on travaille. Donc, du coup, si on arrive à atteindre ces objectifs, eh bien, on est en droit de demander une augmentation. Et sachez que c'est un droit. Hein. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas, à ce niveau-là, se dire non, je ne vais pas demander d'augmentation. Parce que clairement, si on vous offre plus, vous n'avez pas refusé. Vous n'allez pas dire, C'est oh ça. non, moi, j'en veux pas. Non, non, non. Donc, il faut oser demander. L'entretien, comme on le répète, c'est vraiment une discussion avec sa hiérarchie. Donc, du coup, même pour le point de l'augmentation, il ne faut pas hésiter à en parler. Raison de plus de l'aborder si vous avez fait tout le job, vous avez atteint vos objectifs, et même si vous ne les avez pas atteints, parce que j'insiste sur ce point, parce qu'on a l'impression que Oui. on demande l'augmentation que quand ça a été atteint. Mais si vous n'avez pas atteint pour des raisons qui sont clairement indépendantes de vous, vous pouvez y prétendre parce qu'en Bien sûr. plus, il peut y arriver des situations où il y a eu un aléa que vous avez pu gérer. Il peut y avoir eu une dérive que vous avez pu gérer, alerter ou recadrer. Voilà. Donc, ne pas hésiter à toujours demander, même si c'est arrivé, de demander une augmentation. Alors, j'ai envie de dire que le pire qui puisse arriver, c'est qu'on vous dise non. Le pire qui puisse arriver. C'est ça. Mais j'ai envie de dire qu'il faut oser demander. C'est vraiment une discussion, ne pas aller en entretien en mode moi je suis là, j'écoute, j'exécute. Non, c'est vraiment de se dire je fais la discussion. En plus, je t'ai montré que j'ai atteint les objectifs. C'est pas du blabla, tu le constates, tu l'as vu, j'ai mon petit résumé, tu as lu les chiffres, voilà. Donc, il n'y a pas de raison pour se dire que non, je ne demande pas. Il faut oser demander. Il faut oser demander. Alors, Alexandra qui dit, vu le contexte actuel, est-ce que c'est l'occasion? Ah oui, moi je dis oui. Même si le contexte actuel est encore avec l'inflation et tout ce qui s'ensuit, c'est encore une occasion d'aborder le sujet. Je pense alors dans les entreprises, moi je sais que dans mon entreprise, il y a une partie prévue pour ça, pour parler de la rémunération.
Ça veut dire que c'est l'occasion de pouvoir en parler, mais je sais qu'après, des entretiens sont différents d'une entreprise à une autre, mais ne pas hésiter. Alors, parce que des fois, certaines personnes attendent que c'est le manager qui en parle, mais ne pas hésiter, si c'est pas abordé, à dire, OK, moi, j'aimerais, enfin, ne pas hésiter à l'aborder, quoi. Ne vraiment pas hésiter. Et avec le contexte actuel. Alors, comme je dis, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on dise non. Moi, j'ai eu le cas dans mon entreprise. Hein, j'ai demandé à avoir une augmentation. Bon, on m'a donné un truc. Enfin, je vais pas dire le chiffre ici, c'était vraiment que dalle. Mais au moins, je me suis dit, j'en parle parce que j'estimais que, au vu des résultats, j'avais en plus eu une promotion. Voilà, j'estimais que j'étais en droit de pouvoir demander cette augmentation-là. Je l'ai demandé, j'ai pas eu vraiment ce que j'espérais, mais j'ai quand même eu quelque chose et j'ai pris sur moi de pouvoir l'aborder. Donc, il n'y a pas de mal. Il n'y a vraiment pas de mal, quel que soit le contexte, hein, parce que la rémunération, c'est par rapport à un travail que vous faites. Donc, si en plus, vos travaux que vous avez effectués, vous avez atteint vos objectifs, vous avez fait tout ce travail-là, d'avoir quelque chose de carré, de tracé et tout, ça mérite, ça mérite une rémunération. Après, dans les entreprises, Awa, si je ne me trompe pas, parce que je sais que chez mon ancien employeur, il y avait ce qu'on appelait les performances. En fonction de ta performance aussi, tu avais une prime de performance, je crois. Voilà. Donc, dépendamment de l'entreprise, mais le but ici, ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à oser demander. Vraiment, ça ne coûte rien. C'est clair. Et c'est vrai que moi, je crois que maintenant, ça commence à m'agacer les gens qui demandent, au vu du contexte inflation, est-ce que je peux demander du salaire? Parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui ne demandaient jamais d'augmentation avant l'inflation et que l'inflation, c'est leur nouvelle excuse pour demander une augmentation. Alors que l'inflation, c'est quelque chose qui se passe. Il y a eu des inflations avant, il y en aura encore. Le contexte est ce qu'il est. Votre entreprise continue à faire de l'argent malgré le contexte, sinon vous ne seriez pas là, ils auraient mis la clé sur la porte. Vous aussi, vous êtes censé faire de l'argent malgré le contexte et chacun, que ce soit l'employeur ou le salarié, on subit le contexte. Et donc, collectivement, c'est normal que des syndicats se battent pour que les salaires les plus bas soient indexés sur l'inflation et qu'ils survivent. Mais à partir du moment où t'es pas payé au SMIC ou des choses comme ça, il faut te rappeler que les raisons qui vont faire qu'on augmente ton salaire ou qu'on mette ton salaire, c'est par rapport à ton profil, tes compétences, ta performance et ta valeur sur un marché donné. C'est-à-dire que par rapport à toutes ces caractéristiques, ton employeur, il est obligé de revaloriser ton salaire pour qu'il colle au profil, à l'expérience que tu as et au niveau d'expertise que tu as. Et s'il ne le fait pas, tu peux partir. Tu peux potentiellement être séduit par une entreprise qui, elle, est prête à mettre le prix qu'il faut sur ton niveau d'expertise. Ça ne veut pas dire que tu menaces à chaque entretien annuel de partir. Ça veut juste dire que c'est ça que ton employeur a en tête en se disant, si je suis pas assez compétitif à un certain moment au niveau des tarifs, mes bons éléments vont finir par partir. Et donc, c'est ça qu'il a en tête qui va faire qu'il va t'augmenter. Et donc, quand tu fais de bonnes performances, dans tous les cas, qu'il y ait inflation ou pas, tu négocies ta rémunération en conséquence. Et voilà. Et donc l'inflation, c'est un truc, quand tu as l'habitude de négocier ton salaire, ça fait ni chaud ni froid parce que de toute façon, inflation ou pas, moi tous les ans, je négocie mon salaire. Donc qu'est-ce que ça fait l'inflation, tu vois? Exactement. Et j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'il y a l'inflation que ton employeur va se dire, oh mince, il y a l'inflation, il faut que je l'augmente. Non. C'est pas l'employeur qui va te dire, parce que tout le monde, comme tu dis, l'inflation, c'est partout, hein, mais c'est pas un élément. Je veux dire, il n'y a aucune obligation de ton employeur de t'augmenter parce qu'il y a l'inflation en plus. Donc, légalement, non, sauf si tu es dans certains milieux collectifs. Mais comme je dis, c'est vraiment les salaires les minimums des conventions, les minimums légaux qu'on va augmenter ou indexer automatiquement par rapport à l'inflation. Mais si tu as un salaire, on va dire déjà confortable, il n'y a aucune obligation légale, en tout cas, de t'augmenter automatiquement par rapport à l'inflation. Il faut faire attention à tout ça. Et par contre, du coup, ce qui est très intéressant, et tu l'as un peu souligné, Déborah, c'est que lors de l'entretien annuel, on va pas forcément vous faciliter la tâche
pour que vous abordiez le sujet de la rémunération. Il y a effectivement des entreprises qui prévoient un entretien spécifique de rémunération ou un encadré spécial dans la partie entretien annuel pour qu'on aborde la rémunération, qui vont te demander tes prétentions salariales. Et il y a des patrons, c'est les rois de l'esquive, c'est-à-dire que si tu ne parles pas de rémunération, ils vont dire, bon, bah, très bien, on a fait un bilan, c'est super, bah, à l'année prochaine, et ils vont clôturer l'entretien sans avoir abordé la rémunération. Donc, vu que vous ne l'avez pas abordé, tu n'as pas demandé d'augmentation, il n'a même pas à dire non, on est passé à autre chose. Donc, à ce moment-là, on dit, ah, j'ai pas tout à fait fini, je voulais aussi aborder le sujet de ma rémunération. N'hésitez pas vraiment à être proactif. Il faut pas se laisser avoir par ces petites stratégies des employeurs, effectivement. Et alors, du coup, il y a Bibos qui dit pourtant certains employeurs, comme dans mon cas, essayent de répercuter leur baisse de marge en faisant des économies sur le personnel, en voulant baisser les horaires. Et si refus, dit que ce sera inébruit. J'ai pas compris la fin. Non, elle a suivi par une rupture conventionnelle. Donc, si on refuse, ce sera une rupture conventionnelle. Alors, effectivement, il y a des entreprises qui peuvent se retrouver en difficulté financière par rapport à la conjoncture actuelle. Ça peut arriver, ils peuvent être dans une période où ils n'ont pas de thunes, et c'est comme tout le monde. Et dans ces cas-là, ils vont essayer de réduire. Mais une réduction d'horaire, tu n'es jamais obligé de l'accepter. Une rupture conventionnelle, tu n'es jamais obligé de l'accepter. Oui. Donc, ces deux cas, ils vont te proposer, même s'ils insistent, si toi, tu dis clairement non, ils n'ont aucun moyen légal de te forcer à faire une rupture conventionnelle ou de réduire de manière arbitraire tes horaires alors que tu as signé un contrat à temps plein, par exemple. Ça n'existe pas. En revanche, effectivement, si demain leurs difficultés financières sont telles qu'ils peuvent pas se permettre, ils peuvent utiliser l'outil qui est à leur disposition, qui est le licenciement économique, et te licencier de manière économique. Mais ça, c'est une réalité qu'on peut pas nier, c'est le business, ça marche comme ça. Et effectivement, dans une entreprise qui est en difficulté financière et qui parle de licencier des gens, tu vas pas pouvoir négocier des augmentations de salaire, mais la question à se poser, c'est est-ce que moi, j'ai envie de rester dans une entreprise qui est en difficulté financière et qui a du mal à payer les salariés qu'elle a actuellement. Et elle dit, c'est toujours grâce aux syndicats que j'ai pu obtenir les augmentations. Pourtant, les bénéfices et les dividendes sont énormes et je suis en CDI à temps partiel. Après, ça dépendra énormément aussi des cultures d'entreprise et des types de postes et des profils que tu as. Comme je disais, un profil donné ne va pas avoir la même valeur sur le marché et les mêmes leviers de négociation face à un employeur. Et donc, dans la même entreprise, il y a des catégories de salariés qui sont jamais augmentés, alors que d'autres ont des bonus énormes. Après, c'est du cas par cas. Il faut voir pourquoi ton entreprise n'augmente pas. Et il y a des entreprises qui payent tout le monde dans leur bière. Ils sont connus pour ça. Ils n'augmentent pas et il faut pas rester chez eux si tu veux avoir un salaire au-delà d'un certain chiffre, malheureusement. Et effectivement, comme je dis, les syndicats vont te permettre d'avoir des augmentations, mais c'est toujours le minimum possible qui te permettront d'avoir et te permettront pas de crever des plafonds un syndicat parce qu'ils négocient de manière collective, en fait. Et collectivement, on peut pas augmenter tout le monde de 20%, ça marche pas, ça n'existe pas. Alors que quand quelqu'un est sous-payé, j'ai déjà vu des augmentations de plus de 30%, j'ai déjà vécu des grosses augmentations aussi. Ça peut arriver de manière individuelle, mais un syndicat pourra pas t'obtenir ce type d'augmentation. Voilà. Écoute, j'espère que ça a répondu en tout cas à ta question. J'espère aussi que vous avez apprécié ce live autant que moi. N'hésitez pas si vous avez encore des questions pour moi ou pour Déborah. Déborah, merci beaucoup pour ces conseils de productivité. Je vais juste rappeler les 3 étapes pour booster sa productivité en entreprise et surtout valoriser au mieux les résultats qu'on obtient grâce à cette productivité boostée. Donc, on a parlé de la première étape qui est vraiment d'avoir les bons objectifs qui soient bien faits, des objectifs SMART, de discuter, de valider ces objectifs avec la hiérarchie pour qu'à aucun moment ils ne puissent être contestés. Donc, oser dire qu'ils ne nous conviennent pas et les faire modifier le cas échéant, et prévoir dès le début des points de suivi tout au long de l'année pour faire en sorte que ces objectifs, on puisse les tracer, les ajuster tout au long de l'année. La deuxième étape pour booster sa productivité, c'est de décomposer ces gros objectifs en plus petites tâches qu'on pourra plus facilement suivre et on aura moins l'impression d'avoir une montagne. C'est aussi de savoir prioriser ses actions, et tu nous as parlé de la matrice d'Eisenhower et qu'on peut utiliser pour essayer de mieux prioriser ses tâches.
et effectivement de gérer et tracer les aléas qu'ils peuvent avoir. Donc surtout garder toujours une trace de choses qui ne se sont pas passées comme prévu et quand c'est pas de notre fait. Et enfin d'avoir un tableau de bord personnel de suivi à échéance plus courte qui nous permettra en fait de redresser la barre si ça dévie. Et enfin la troisième étape, c'est vraiment valoriser au mieux ses résultats. C'est la dernière ligne droite. Une fois qu'on a bien atteint ses objectifs, comment faire pour que on obtienne des sous qui vont avec à la fin de l'année. C'est bien préparer son entretien, ne pas y aller en dilettante, faire un résumé concis pour le manager qui rappelle un petit peu les chiffres clés, les moments forts et les informations importantes à ne pas oublier. Et enfin, oser demander l'augmentation Et pour le déficit. Merci exactement. beaucoup déjà. Mais je t'en prie, et en plus, la période est propice parce que je sais qu'il y a les entretiens qui vont bientôt arriver. Donc, il n'est pas tard, j'ai envie de dire, même si on n'a pas fait ce suivi, il n'est pas tard de prendre le temps un peu de se poser et de pouvoir, à partir de ces conseils-là, en tirer le meilleur pour pouvoir arriver à l'entretien préparé et surtout oser demander votre augmentation avec des donner avec ce que vous avez eu. C'est vraiment super important. Donc, je pense que ce live, merci Awa pour l'invitation, tombe vraiment à pic parce que bientôt la période des entretiens annuels arrive et vraiment ce sera super important de pouvoir bénéficier de ces tips qu'on a donnés aujourd'hui. Ben avec plaisir, grand plaisir. Mille merci Déborah. En plus, chez nous, il est 22h13. Enfin, tous ceux qui sont en France métropolitaine chez nous. Mais chez elle, je crois qu'il est 13h, donc elle doit avoir faim parce que c'est l'heure de manger. On va la laisser parce que tu es aux États-Unis. T'es Oui, dans quel état là? je suis en Californie, En aux Californie. États-Unis. Waouh, tu dois avoir beau temps alors, non? Oui, là, il fait froid, mais il y a le soleil. Il y a le Il y soleil, a le donc ça soleil. va. Je suis Ah, à ben c'est cool. l'intérieur, donc ça va. Mais je me plains pas. Côté climat, je me plains Merci, merci Leslie qui dit que ça a été un live au top. Merci Patty, merci à tout le monde d'avoir pas. assisté à ce live. Merci. N'hésitez pas vraiment à suivre Vie Productive parce que son compte, vraiment, il est rempli de pépites et vous allez vraiment petit à petit, de manière ludique aussi, continuer à vous améliorer, à être plus productif parce qu'il faut se rappeler que si vous améliorez votre productivité avant que ce soit pour votre employeur, c'est aussi pour vous et c'est vous qui allez apprendre ces soft skills et pouvoir vous améliorer votre profil et réutiliser ces compétences partout tout au long de votre carrière. Yes, Exactement. Mathouda, En tu tout cas. arrives à la fin, on te dit au revoir, mais c'est un plaisir de t'avoir croisé. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, ciao. Ciao.